Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à mon émission de Women's World Talk Show. Je suis Yvette Ballet de la Diaspora TV Suisse. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, comme convenu. Nous sommes là pour la Journée internationale de la femme. Et nous allons en même temps débattre sur ce plateau la violence faite aux femmes. Et là, je suis accompagnée de nos invités. Il y a Madame Tuferi Myriam, qui est la directrice de Solidarité Femmes de la région de Bienne. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai aussi Madame Dankwa Serena, qui est la représentante du FIS. Et, bonsoir. Okay. J'ai Madame Nathalie Kiakanoa, qui est une femme active dans la violence domestique. Alors, je vais laisser à chacune de se présenter et puis essayer de nous dire ce que vous faites. On va commencer par Madame Tuferi Myriam. Oui, alors, nous, on a fait une association. Et puis, notre mission de base, c'est de soutenir et puis d'aider les femmes, les jeunes et les enfants victimes de violences domestiques. C'est un travail qu'on fait depuis maintenant à peu près 25 ans. Et puis, on est responsable surtout pour la région de Bienne, Jura bernois et Zélande. On accompagne à peu près 400 à 500 nouvelles situations par année. Et puis, notre idée de base, c'est que les femmes en situation qui sont victimes de violences, ou les enfants, les jeunes, puissent toujours venir chez nous, dans le fond, trouver de l'aide. Alors que ce soit par téléphone ou bien en venant directement dans notre lieu de centre de consultation, c'est qu'ils puissent vraiment venir et ensuite, ensemble, on regarde quelles sont les prochaines démarches. Donc, on essaie d'être un centre d'aide très bas seuil. Ça veut dire qu'on veut vraiment pouvoir aussi aider dans l'urgence et on fait dans le fond l'intervention de crise. On travaille aussi avec les différents services de la région, avec les autorités si la victime le veut, mais c'est la victime qui décide quelles sont les prochaines démarches, c'est elle qui décide si elle veut qu'on prenne contact avec la police ou pas. Donc on a toute une manière de travailler, mais au centre, dans le fond, c'est vraiment l'appui et les ressources des victimes à mettre en avant pour voir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. D'accord. Et Madame Nathalie Kiakanoa, vous pouvez nous dire ce que vous faites? Je suis Madame Nathalie Kiakanoa, comme ça a été présenté. Je suis une femme active, émigrée, et je travaille avec des femmes dans le conseil, dans le cas de violences conjugales et d'autres choses. Peut-être qu'on aura un plaisir d'en parler une autre fois. Mais pour ce soir, j'aimerais vraiment par rapport à cette thématique de la violence conjugale ou bien de la violence domestique, donc dans cette thématique-là que je me laisse dans mon activité. D'accord. Et nous avons Madame Dankwa Serena. Oui, je travaille pour FITS, and I'll continue in English. FITS does advocacy and support for migrant women. We fight for the dignity and the rights of women, migrant women in Switzerland, and we fight against exploitation and violence of all sorts. And we do that in different ways. We have a center that counsels and supports migrant women, undocumented women, women with an insecure legal status, sex workers, all sorts of women, basically all migrant women. And then we have a specific program that is called Makazi, where we support victims of trafficking. And we have a shelter, we do crisis intervention, we support the women if they decide to go through court proceedings, etc. Okay. And we also do political and educational work. Political work meaning lobbying, campaigning, trying to ameliorate the legal situation of victims of trafficking in general. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème aujourd'hui, la violence faite aux femmes? Tout d'abord parce que c'est la Journée internationale de la femme. Alors, on a le droit de débattre ce thème qui nous concerne, nous, les femmes. Alors, nous avons constaté que beaucoup de femmes dans cette situation précaire sont vulnérables. Et en Suisse, surtout, qui est un pays démocratique et un pays civilisé. Il existe, ça c'est pour nos téléspectateurs, la violence a plusieurs facettes. Nous avions la violence physique qui est avec ou sans instrument. Nous avions la violence sexuelle qui se traduit par des actes sexuels forcés.
Nous avons la violence psychologique qui résulte de plusieurs formes d'harcèlement, intimidation, insultes, mépris et tout le reste. Nous avons la violence sociale qui est faite sous forme de restriction et de participation de la vie sociale. Et ensuite, nous avons aussi la violence économique. La violence économique qui s'assimile à une interdiction ou une obligation de travailler. Et tout au long de l'année 2015, la police a reçu aux environs de 14 000 appels pour la violence domestique. Et 78% de ces appels étaient faits par des hommes. Alors, nous allons débattre sur ce type de violence que je vous ai cité tout à l'heure. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler en direct et poser des questions à nos invités qui sont là pour débattre de cette cause et qui peuvent vous donner tous les renseignements possibles. Il suffit de faire juste le 032 313 30 30. Alors, nous allons voir un graphique en ce moment qui a été fait par l'Office des statistiques. Et puis, à partir de ce graphique, et nous allons essayer de débattre. Vous voyez le graphique qui a été fait par l'Office fédéral des statistiques. Alors, d'après ces statistiques, il y a une différence énorme entre les migrants et les Suisses. C'est ce que je vois, on voit tous ensemble. Hein. Alors moi, ma première question, vous qui êtes des associations, Madame Kiakanoa qui s'occupe beaucoup plus des migrants, donc il y a une très grande différence, vous le voyez comme moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait cette différence énorme entre les Suisses et les migrants? Moi, je trouve que c'est... Je trouve de toute manière, j'aimerais dire, en général, avec les chiffres, on doit faire attention aussi avec ces graphiques et puis ces schémas, en faisant le lien entre violence et puis personnes dans un contexte migratoire. Ce que nous, on remarque dans notre centre de consultation, c'est que c'est clair que les personnes qui ont le moins de ressources, que ce soit des ressources au niveau financier ou que ce soit des ressources au niveau de réseau, de personnes qui pourraient aider autour, c'est les personnes qui ont besoin aussi plus d'aide. Et ce sont ces personnes qu'on a aussi le plus, par exemple, dans les maisons d'accueil. Mais on voit que dans nos centres de consultation ambulatoires, on a quand même environ 400 situations par année. Et là, on a aussi une grande partie de femmes qui viennent, qui sont suisses. Et je pense qu'il faut bien être conscient que la question de la violence à la maison, elle touche tout le monde. Mais après, il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ne vont pas dénoncer, qui ne vont pas prendre contact avec la police, qui heureusement trouvent peut-être aussi un chemin, qui ont d'autres ressources, qui ont peut-être aussi un travail, elles peuvent se débrouiller pour avoir un appartement elles-mêmes, elles n'ont pas besoin peut-être d'aller ensuite au service social. Donc il y a différents chemins comment s'en sortir. Donc avec ces chiffres, il faut faire attention parce que j'ai toujours le grand souci qu'il y a ce lien très fort qui se met entre violence et culture tout d'un coup, où on arrive à une stigmatisation qui est aussi totalement fausse. Et ce que nous, on remarque dans les consultations, c'est que l'auteur de violence soit suisse ou que l'auteur de violence vienne d'Afrique ou bien d'Amérique du Sud ou bien de la Norvège, de l'Espagne, de l'Italie, les dynamiques se retrouvent. Et c'est souvent lié à une image très négative de la femme, à de la jalousie obsessionnelle, à une pensée de contrôle, à des traits identitaires narcissiques. Et ça, on retrouve ces dynamiques, on les retrouve dans beaucoup d'histoires, dans presque toutes les histoires que les femmes déposent chez nous. Et c'est dans ce sens que j'aimerais un peu argumenter par rapport à ce graphique. D'accord. Yeah, we also counsel a lot of women who are in situations of domestic violence, and we can also see that women with an insecure permit or insecure legal status, or women who don't speak the language and are not well informed, maybe their husband tells them, well, if you leave me, you have to leave the country, but actually it's not true because they've been married for 10 years. So the lack of knowledge of migrant women, especially low-skilled migrant women, obviously also adds to the fact that there's a combination of different types of violence, of structural violence, which doesn't allow them to work or
how do you say, their education is not recognized in Switzerland. So there is a certain disadvantage, there are discriminations, there is racial profiling and all that, which we don't see in that graphic, which may also contribute to the fact. Pour des facteurs. Yeah. Ces facteurs. D'accord. Madame, Moi, j'irais aussi dans le même sens, mais en disant que si on regarde les graphiques, ils montrent que la Suisse, c'est comme si la violence, elle est faite seulement en Suisse. Mais la violence domestique, c'est quelque chose qui existe partout, d'une manière ou d'une autre. Donc, elle est représentée partout dans le monde, dans chaque culture, dans chaque ethnie, elle est représentée. Donc, peut-être que dans ce sens-là, si moi, je dois parler de la violence par rapport aux immigrants, je vais prendre comme si les gens qui viennent seulement qui sont de violents, mais c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les sociétés européennes, africaines, et américaines, ainsi de suite. Mais pour aller plus loin, la violence domestique, des fois, elle ne commence pas que dans le mariage. Il y a la violence qui commence dans l'enfance, dans la maison où nous sommes nés. Il y a de cultures que la femme n'est pas valorisée déjà dès sa naissance. Le fait qu'elle soit née femme, donc il y a déjà un impact qui n'est pas celui que ça devait être par rapport à un homme. Et cette femme, elle grandit avec cette déformation, en fait. Et ces hommes qui sont à côté, ils sont aussi déformés. Parce qu'un homme violent, si on regarde sa culture, deux fois, ça vient aussi d'en bas. Ce n'est pas quelque chose qui vient seulement dans le mariage, mais c'est quelque chose qui vient déjà dans les racines, dans la famille, dans la culture, où la société elle-même, elle rend aussi des gens violents. Alors c'est pour cela que je regarde les graphiques et puis je dis oui, c'est très beau parce qu'on voit comment est-ce que les migrants sont plus violents par rapport aux nationaux, mais il faut quand même qu'on fasse un peu, c'est un peu ambigu à mon avis. D'accord. Bon, vous qui aviez des associations, je pense que vous avez des femmes violentées qui viennent tout le temps. Vous recevez plus, quel est le type de violence que vous recevez? Quel genre de personnes viennent parce qu'il y a différentes sortes de violences. Vous recevez, par exemple, vous, Madame Tuferi, dans votre association, des femmes qui viennent se plaindre. C'est pour quel genre de violence? Alors, selon les chiffres, le plus qu'on a, c'est toutes les violences par exemple, les lésions simples, on dit selon le code pénal, on a les voies de fait, ce sont tous les coups, les gifles qui ne laissent pas de marque, parce qu'il y a aussi ces violences-là. On a beaucoup de violences psychologiques. Et puis, on a aussi tout le domaine des violences sexuelles qui sont aussi malheureusement bien représentées. Et on a aussi une grande partie qui sont liées à des menaces de mort. Donc ça, c'est bien représenté. Et on a malheureusement aussi des situations où on accompagne, où il y a eu des homicides. Donc il ne faut pas oublier qu'en Suisse, on a quand même toutes les 2 semaines une femme qui est tuée dans ce contexte des violences domestiques et donc aussi peut-être des enfants orphelins. D'accord. Et chez vous, Madame Dancourt, votre association, vous recevez quel type de femmes de violence là-bas qui viennent se plaindre? So we distinguish between the victims of trafficking and women who just come for counseling and support. And in the field of women who are not specifically victims of trafficking, we have a lot of sex workers. Des violences sexuelles, beaucoup de violences sexuelles. Well, but they're not necessarily victims of violence sexuelle, but they have questions regarding their permit. Because, as we know, sex work is basically legal in Switzerland, and there are self-determined sex workers. Women who, 75% of sex workers are migrant women, of course, because the reason might be because they don't have many other options, but a lot of them also say, okay, I'm doing this work now to send money home to my children, to my parents, and it's legal. But
the administrative obstacles to do it in a legal way are very high. So a lot of women who come to us need advice or help filling in their tax, or just knowing how can we do it in such a way that it is legal. Because there's a lot of regulations and it's different in every canton, and if it's really hard to manage all these paperwork. So that is one thing we do, or we help them to make claims because they pay tax, but then often they can't benefit from it for several reasons. So that's that one side. And then on the other hand, and we really always make that strong distinction, there are women who are in sex work not voluntarily or not self-determined. They might have come through a trafficker, and maybe I should briefly define what trafficking is, because it's quite a complex, it's a crime that is committed, and it's defined through three elements that work together. So one is the action of recruiting, of transferring, transporting, harboring or receiving a person. Then the means by which this is done, coercion, use of force, but it can also be very subtle psychological means, and there's usually an element of deception or fraud, where a woman has to pay fictive debts to the trafficker. He tells her, well, I helped you to get there, but then you have to pay 50,000 euros, and which is not legal, obviously. So yeah, let me just finish. Oui, oui, vous pouvez continuer. Abusing a person's vulnerability, if a person doesn't have many options and you make an offer that is not okay, then that could also be a means of abusing your position of power as a trafficker. And the third element is the exploitation. And that could be sexual exploitation in the sex trade, but it could also be exploitation in a household or in catering or in all sorts of, these are the typical sectors where women are usually abused and or exploited. We talk of exploitation because it's really the financial benefit. The purpose of the trafficker is to benefit financially from the woman's labor or from the woman's sexual services that she sells, and she cannot keep the profit to herself. Okay. So that is the side of trafficking. Alors c'est très intéressant. Madame Dankoa, son association, il s'occupe beaucoup des violences sexuelles, comme elle a dû expliquer. Alors vous qui êtes concernés et qui avez peur, qui sont sous l'autorité de quelqu'un, n'ayez pas peur de téléphoner. Elle est là présente, elle peut vous répondre en français aussi, elle comprend le français, mais elle n'ose pas parler. Vous pouvez poser vos questions en français, vous pouvez poser vos questions en allemand. Il suffit juste de faire le 032 313 30 30. Je vais passer la question à Madame Nathalie Kiakanoa, qui a aussi quelque chose à dire sur ce thème-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce facteur, en fait, quelles sont les violences faites que vous rencontrez? Quel genre de femmes viennent le plus chez vous pour se plaindre? On dirait qu'il n'y a pas une qualification, parce que de fois on pense que la violence elle est faite seulement aux pauvres. Alors on a toutes les catégories. Dans tout le rang de la société, on trouve la violence. L'homme en cravate, il viole. L'homme en babouche, il viole. Ça, l'homme en cravate, il viole. Donc, c'est vraiment... c'est grand, c'est global, au fait, si on doit le dire. Il n'y a pas... Je ne peux pas dire que c'est ce genre de femme ou bien un autre genre de femme. Donc, dans toute la couche de la société, on trouve la violence. Malheureusement, mais on trouve la violence. Riche, pauvre, moyen, blanc, noir, donc on trouve la violence. Et par là, j'écoute, je reçois beaucoup de gens, je parle beaucoup sur les blessures internes. Donc, c'est une campagne que je fais un peu partout où je vais. Et là, j'écoute beaucoup de femmes que on ne pouvait pas penser que cette femme avec qui ou vit la violence, mais elle vit la violence en silence, qu'elle ne peut pas dire. Alors, mon passage, peut-être, ça devient un moyen de pouvoir faire sortir ce qu'elle a. Oui, et pour ça, je dis vraiment que je côtoie toutes sortes de personnes, tout rond. D'accord. C'est faux parce qu'on n'aurait pas imaginé qu'il y a autant de violence en Suisse, parce que comme on dit, c'est un pays démocratique, c'est un pays civilisé. Vu de l'extérieur, on ne peut pas imaginer que cela puisse être aussi flagrant. Maintenant, quand des femmes viennent se plaindre chez vous, qu'est-ce que vous
votre société, votre association, qu'est-ce que vous faites pour essayer de soutenir ces femmes? Est-ce qu'il y a un processus à long terme ou c'est à court terme? Madame Tufferé, qu'est-ce que... Peut-être il faut d'abord dire qu'en Suisse, on a un système juridique, on a un système d'aide aux victimes qui permet d'aider les personnes très rapidement. Ça veut dire que, ça c'est très important que tout le monde comprenne, que toute personne qui a été victime de violence, que ce soit violence physique, violence psychique, des menaces, des injures, que ce soit la violence sexuelle, elles ont des droits. Et ces consultations qui sont mises sur pied, c'est des consultations gratuites. Elles ont le droit de téléphoner de manière anonyme, elles ont le droit d'avoir un logement sécurisé qui est payé par les cantons, elles ont le droit d'avoir un avocat, elles ont le droit d'être accompagnées dans tout ce qui est les démarches judiciaires. Donc, elles ont le droit d'être accompagnées par un psychologue et c'est pris en charge. Les enfants sont aussi pris en charge. Je veux dire, il y a un système de base qui existe, qui permet dans le fond d'aider assez rapidement. Et qui n'est pas lié à des... On ne demande pas de l'argent aux personnes. Et ça, je pense, c'est très important parce que peut-être ce n'est pas assez connu qu'on a ensuite cette chance d'avoir cette loi sur l'aide aux victimes qui permet d'aider rapidement, directement aux personnes qui ont besoin de l'aide. Et ça, je pense, c'est le plus important. Et quand il y a une personne qui vient chez nous, notre première question, c'est la sécurité. Donc, on a des personnes qui nous téléphonent et par téléphone, on essaie de comprendre est-ce qu'elle est actuellement en danger. Est-ce qu'il faut maintenant téléphoner à la police? Est-ce qu'elle veut qu'on téléphone à la police pour qu'il y ait de l'aide ou pas? Est-ce qu'elle vient en consultation demain? Ou bien est-ce qu'il y a des enfants qui sont concernés? Donc la première priorité, c'est la sécurité. Et avec la personne, on regarde quelles sont les démarches. Après, il y a tout un travail qui est fait à long terme. Il y a un accompagnement qui est fait à long terme qui peut aller sur plusieurs mois. Mais la première chose, c'est quand les gens téléphonent en tant qu'intervention de crise, la première chose, c'est d'enfant la sécurité. Et il y a plusieurs chemins. Il y a des gens qui viennent pour avoir des informations juridiques et qui repartent et qui viennent 2 ans plus tard. Et 2 ans plus tard, elles ont le courage, elles partent, elles sont là avec les valises. Je veux dire, il ne faut pas qu'on oublie, on est dans un domaine où il y aura de l'ambivalence, il y aura des allers-retours, parce qu'il y a tout plein de dépendances, que ce soit financière, affective, dans la violence conjugale. Je n'ai pas envie de déposer plainte contre mon partenaire. Contre mon mari, quelqu'un que j'ai aimé pendant des années, ou bien que j'espère qu'il va changer. Donc tous ces espoirs-là, tout ce que les femmes racontent, c'est pas typique d'une femme victime africaine ou d'une femme victime d'Amérique du Sud ou bien d'une femme victime suisse. On retrouve les mêmes soucis chez toutes les femmes, dans le fond, qui vivent de la violence domestique. On retrouve aussi les mêmes soucis et les mêmes dépendances. Et là, on peut faire un énorme travail. Mais on a besoin que les femmes, elles viennent, qu'elles téléphonent, qu'elles osent téléphoner, même de manière anonyme. Donc, on a eu des situations où on a accompagné une femme, je crois, pendant 1 année à 2 ans de manière anonyme, par téléphone, jusqu'à qu'elle a eu le courage de venir. Mais ça, c'est des choses, c'est notre devoir, c'est de le faire. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, n'ayez pas peur, vous pouvez venir anonymement, la porte est ouverte. Et puis vous seriez suivis, vous ne seriez pas délaissés et même vos enfants qui ont subi ces violences-là seront aussi suivis. Et chez vous, qu'est-ce que l'accompagnement que vous faites dans votre association avec ces victimes-là? Est-ce que c'est des accompagnements à long terme ou à court terme? Ou bien comment est-ce que vous procédez pour pouvoir mettre ces femmes en confiance? Parce qu'il y a aussi ça, le problème, essayer de les mettre en confiance. Parce que je pense que si une femme ne se sent pas en confiance, elle va partir. Elle ne va pas rester. Alors, qu'est-ce que vous faites pour... Well, first of all, the women have to contact us themselves. They have to want to be assisted, or they have to. We don't. You can't say, oh, this woman looks like she could be a victim, and let me. You can try to put her in touch, or say there is an offer. You can talk to them, but basically, it's her own, as you also said. Safety is our first concern. Risk assessment. So. What we offer is crisis intervention. So in some cases, women are brought by the police,
and the police might realize something's wrong here. Maybe they think she did something wrong, something minor, but then they realize, well, she's actually under a lot of pressure. And then, not everywhere, but in many cantons, the police are now sensitized. We also do that work, that they would give them our number and put them in touch with us. And then the consultation is also absolutely confidential. The police does not know what we are talking about. And one important aspect with trafficking, because it's such a specific mechanism of exploitation, and a lot of women think, this just happened to me, I was silly to believe these false promises that I would get this such and such job, and now I ended up in prostitution. There's the whole stigma attached, the whole shame. So they wouldn't consider themselves victims. They're like, it's my own fault. That's one thing which we realize. But in the conversation with the counselors who have a lot of experience and know all these different mechanisms, there's also so-called a lover boy method, where women have a relationship of dependency or of love. Maybe the guy promised to marry them once they get to the country. When it's an immigrant woman, we also have to remember it's not just victims of trafficking, might also be Swiss women who are in a marginalized position. And yeah, so we have a safe house as well, where we can accommodate women for up to 6 months, and then we would help them to either, if they have the opportunity or if they can stay here, how to integrate, help them look for a job and so on. But as you already mentioned, one of the major problems, of course, is the residence permit. Exactly. And if women don't come forward because they are here illegally or because they're afraid they might have done something which wasn't quite right, that's often something that women are afraid of. But now Switzerland has the obligation to fight against trafficking and to support victims of trafficking. So when officials have a suspicion that human trafficking might be the case, then they have to grant the person a 30-day period where they can be in our program, where they don't have to cooperate with the police, where they are they're materially supported during the time, they get psychosocial counseling, and we help them to make a decision what is going to happen next. Do I want to go back home? And then there is return programs, which also give financial aid. Or if they want to stay, often, well, one option is to file a complaint against the perpetrators, and we would support them doing that. Of course, there's many reasons why women decide, no, I don't want to do that, I'm afraid. But the advantage of going against the perpetrators is that we can apply for a short-term permit. Short-term meaning as long as the court proceedings go on. And so that's how you also gain time to look for further options. There's also the option of applying for a permit in the case of hardship. Again, because Switzerland has an obligation to take care of the people who are victimized in this country. So there are options. There's not a guaranteed right of residence once you've become a victim, but there are options, and sometimes just being able to sit down with somebody who knows the mechanisms of trafficking, who can tell you what the different options are, can also help to just figure out what's next. Peut-être là, j'aimerais juste encore dire quelque chose. Je trouve que c'est un point tellement important, parce que ça, c'est aussi un droit qu'ont les victimes, c'est aussi d'être accompagnées par des avocats. Et je pense que chaque situation, surtout par rapport au permis, c'est quand même des situations souvent quand même complexes, avec une histoire, je trouve, assez complexe. Et nous, on a la possibilité d'aider, ça veut dire d'aller avec la victime chez un avocat et de voir quelles sont les options. Puis je veux dire, il y a quelque chose, un travail qu'on a à faire absolument pour lutter contre les violences, parce que la violence, c'est quelque chose qui brise les personnes dans leur possibilité de prendre leur vie en main. Et l'antidote de ça,
c'est justement de donner aux personnes de nouveau les ressources pour reprendre la vie en main. Et un moyen, c'est, comme vous l'avez dit avant, c'est d'informer sur quelles sont vraiment les possibilités qui existent en Suisse. C'est peut-être pas l'idéal, c'est vrai qu'on va pas résoudre toutes les situations, ça c'est juste qu'il reste des situations précaires, que la question du permis de séjour, c'est pas évident, c'est juste, mais on a des possibilités quand même d'informer au maximum et de voir quels sont les chemins possibles au niveau juridique. Et on a des possibilités, elles restent maigres, ça c'est vrai, mais on a des possibilités, différents moyens aussi de prolonger des permis de séjour si on a pu faire un dossier spécifique sur la question par exemple des violences domestiques. Donc ça vaut la peine de prendre contact avec les professionnels et de faire valoir son droit par rapport à l'accompagnement juridique. Donc chaque victime a droit. Concerning children. L'accompagnement juridique, comme vous le dites bien, c'est à votre charge, c'est pas à la charge de la victime. Non, c'est un droit. C'est ce que je dis. En Suisse, on a une loi sur l'aide aux victimes. D'accord. Qui oblige dans chaque canton d'avoir mis sur pied des infrastructures de base de consultation gratuites pour les personnes victimes et qui paye l'accompagnement psychologique ou juridique ou bien un hébergement d'urgence sécurisé. Donc on a une structure de base qui permet cette aide-là et c'est absolument pas en charge des victimes. C'est très très important que cette information passe ce soir. Voilà, que les victimes elles comprennent que ça ne vous engage à rien financièrement. Même si vous n'avez pas des moyens, il y a des associations qui sont faites pour, elles vont vous suivre, il y a des avocats, au cas où il en faut. Oui, exactement. Alors les associations, ils prennent en charge. Exactement. Et puis, Madame Danko a dit quelque chose de très pertinent parce qu'on a remarqué selon les statistiques que la majorité des femmes violentées, des trafics de femmes dans la prostitution par exemple, elles sont illégalement en Suisse. Alors elles ont peur d'aller se plaindre de peur d'être rapatriées, mais n'ayez pas peur, ils sont là pour ça. Ils ont même un processus qui va jusqu'en sorte qu'on vous donne un certain nombre de temps de suivi dans les papiers, mais c'est cantonal. Ça dépend des cantons, si j'ai très bien compris. Non, avec les 30 jours, ça c'est vraiment le minimum. Ah, le minimum. Ouais. Alors ça fait partie de la loi suisse. Oui. D'accord. Mais à propos des enfants, je voulais aussi, I wanted to add to that, because often women do not come out because they're afraid of their children at home. And sometimes they're in the care of the perpetrator, so they're afraid that they will do something to them if they talk. They're afraid, or they send home money even if they can only keep a percentage of what they earn. For instance, in prostitution, they can still send home something, and they're afraid what will happen to the parents if they don't receive that support anymore. So they are really, while they don't consider themselves victim often, as I said, because they're also taking responsibility of other people, and we also do that kind of risk assessment to make sure that to try to ensure that their family members, their loved ones are not being punished. Because often the perpetrators, they also say things, oh, we're connected to the authorities, we can do everything if you run away and talk. And that's often also not the case. It's also a lack of information. And the other thing is not everyone is here illegally. We also have a lot of women from Eastern Europe. Where and sometimes the women can keep their papers. So there's a whole range of different cases. We shouldn't generalize too much, but what is the point usually is that there is this relationship of dependency, and that has a lot to do, I mean, it's not just women, again, there are also men who are being victims of trafficking. We shouldn't forget that. They're children, they're in illegal activities, in construction work, and so on. Even in Switzerland, people always think it's such a developed country, it's not possible. But we have a high demand for low-skilled labor, and the immigration laws are so restrictive that it's hard to get those jobs in a safe manner if you decide to migrate to Switzerland. D'accord. Et vous, Madame Kiakanoa? Moi, j'allais dire par rapport à la prévention, parce que la question c'était qu'est-ce qu'on fait. Pour moi, comme immigrante, donc, je regarde d'abord la société. La société en soi, ici, en Suisse, comme j'ai entendu les deux représentantes, ici, la loi est là.
il y a toutes les infrastructures qui sont là pour pouvoir protéger la femme de cette violence. Bon, quand on parle de la femme, parce qu'on parle de la femme, parce que les victimes ne sont pas seulement les femmes. Il y a aussi des hommes qui sont violentés, même s'il y a un petit pourcentage, mais au moins on a. D'accord. Et dans la société d'où je viens, ou que je côtoie, ces infrastructures ne sont pas posées. Ce qui fait que c'est comme si la violence, elle est acceptée parce qu'il n'y a rien qui s'est fait. Aujourd'hui, beaucoup de choses changent parce qu'on parle maintenant, on ose parler, parce qu'auparavant, on ne pouvait pas parler. Et moi, j'ai vécu ces choses. Donc, j'ai grandi avec ma grande sœur, c'était ma mère, en fait. Parce que ma mère, ma sœur, elle m'aimait beaucoup plus. Alors, j'ai vécu avec ma grande sœur. Et quand elle s'est mariée, elle m'a amenée avec elle. Mais chaque jour, elle était tabassée. Chaque jour, je ne dis pas un jour si, un jour non. Chaque jour, elle était tabassée. Elle n'était pas seulement violentée physiquement, mais c'était aussi moralement, parce que son mari allait devant son travail et dire « Enlève-moi les sous-vêtements, je vais voir si tu n'étais pas avec d'autres hommes. » C'est une violence vraiment... que je ne peux pas décrire au point que j'avais dit « Oh, moi, je ne peux pas me marier, parce que si je me marie pour vivre ça, ça ne vaut pas la peine. » Alors, du coup, j'ai vécu cette violence-là que je dis « Non, ce n'est pas possible. » Et ma sœur, elle ne pouvait pas dire, même pas à mon père. Parce qu'elle avait peur, parce que la femme, elle est éduquée comme ça, qu'elle ne doit pas dévoiler ce qui se passe dans sa maison, elle doit garder le secret pour elle. Et puis, entre-temps, elle était là, jusqu'au point que... elle était violentée à tel point qu'elle a une vertèbre qui est cassée. Donc, elle est dit être opérée par rapport à cela. Et aujourd'hui, elle est handicapée parce qu'elle ne peut pas faire grand-chose à cause de son cou. Mais quand on parle de la prévention, pour moi, je dis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, les gens ou bien les jeunes qui veulent se marier, on aborde cela sur la violence pour pouvoir en parler, pour pouvoir prévenir. Que le mariage, ce n'est pas seulement le coup, mais on peut aussi dialoguer, on peut parler, on peut aller dans un autre chemin ou bien chercher de l'aide, des personnes qui sont capables d'aider, même si on ne va pas dire qu'aller chercher un avocat tout de suite, non. Chercher, parler, d'abord commencer par parler. Ce n'est pas pour dire à tout le monde, mais chercher des gens qui sont capables de pouvoir vous aider, qui peuvent vous amener dans un chemin peut-être pour avoir trouvé une bonne solution et non à la violence. Parce que pour moi, je dis que c'est un phénomène qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup, mais qui se passe beaucoup. Et les victimes, c'est pour cette raison que nous sommes là. Oui, exactement. Je suis ravie de... J'aimerais dire deux choses par rapport à ce que vous avez dit, si j'ose dire quelque chose sur l'expérience que vous avez présentée, mais je crois qu'on va... Je vais attendre. On a un téléphone, oui, allô? Hello? Oui, allô, bonjour, monsieur, bonsoir. My question is, when you have to say about many Muslim ladies, especially in the diaspora areas, are treated unfair based on religious background? Well, I don't know if I have anything to say about this, because I really think... Okay, thank you. She gave the answer. Thank you for your question. As we saw earlier, with the statistics, what kind of numbers are they and what are the reasons? So, and I'm not a Muslim specialist, but I can just generally say something about violence against migrant women that comes from all corners of society. There is structural forms of violence, as I mentioned, not having the opportunity to get a job, to have safe employment options, to have safe migration options where you do not depend on a man. Now, as for the mechanisms within relationships of people who are marginalized, and usually Muslims with the whole stigma attached to being Muslim nowadays, I would say that there is that risk no matter how religious a person actually is or how he or she practices the religion. I can't say anything generally. I don't think that certain religions are more violent than others. But
what I know is that people who are in a situation of flight, who have to leave a place, who are immigrants, that they tend to have certain discriminations, and that could also lead, this is just a guess, that could also lead to more violence among people within immigrant communities. And the right wing, of course, is very happy about that, because then they say, okay, look, they are the problem. And I think that's a very problematic argument. So unfortunately, there's not much more I can say to this, but maybe you have experience with Muslim Moi, women. ce que je peux dire par rapport à la population qui cherche de l'aide chez nous, on a des personnes qui viennent, des femmes qui viennent qui sont très religieuses, mais de différentes religions. Ça peut être des musulmanes, ça peut être des personnes qui sont catholiques, protestantes. Donc on n'a pas de... Il n'y a pas le lien par rapport à la population qui vient chercher de l'aide chez nous, il n'y a pas de lien, on ne peut pas faire de lien entre le type de victime, les formes de violence et un type de religion. Donc ça, c'est une causalité que dans la pratique, on ne voit pas. On a toutes les religions qui sont représentées, aussi les personnes qui ne sont pas croyantes, et on a aussi des personnes suisses qui vivent dans des systèmes familiaux très croyants, de type croyant, je dirais plutôt chrétienne, et qui vivent des violences à la maison incroyables. Cette question, c'est une très bonne question. Je vais passer la parole à Madame Kiakanoa, puisqu'on a le monsieur a parlé de la religion. La violence, ici aujourd'hui, on débat un thème de violence qui concerne tout le monde. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, la violence concerne tout le monde. Mais je passe la parole à Madame Kiakanoa parce qu'elle est une femme active dans le domaine de la violence domestique et qui a aussi un contact avec la religion. C'est pour ça que je vais pour essayer de savoir, peut-être elle est mieux placée pour répondre à cette question. Merci. C'est très ambigu parce que on pense qu'il y a une religion qui a plus ou bien le non-religieux sont plus violents que les autres. Tout à l'heure, je dis que la violence, elle est partout. L'homme en cravate, le ministre, toutes sortes de personnes. Il y en a vraiment la violence. Bien cachée, mais elle est là. Alors par rapport à la religion, je ne vois pas et je ne connais pas, en tout cas, je ne suis pas musulmane, mais pour ceux que je connais de la religion, aucune part, ni dans le Coran, ni dans la Bible, ni dans le Torah, on ne parle pas de violenter sa femme ou son homme. Tout ce que cette religion dise, aime ton prochain. Alors tu ne peux pas aimer ton prochain et puis ensuite le violenter. Donc ça n'a rien à voir avec être musulman ou pas, comme madame elle l'a bien dit, qu'ils reçoivent toutes sortes de personnes. Donc il n'y a pas une stigmatisation qu'on peut dire que ça c'est les gens qui sont plus violents et ça non. Mais par contre, on trouve aussi dans certaines religions beaucoup plus de violence que dans d'autres par rapport à ce qu'ils prônent. Mais ça, ce n'est pas le débat de ce soir. Voilà. Mais je dirais que dans aucune part dans une religion que la violence est autorisée, proprement dit. D'accord. Et il faut aussi bien préciser qu'il n'y a pas une religion qui interdit, peu importe la religion dans laquelle on vient, il y a des associations qui sont ouvertes pour tout le monde. Là encore, c'est quelque chose que j'aimerais dire. Voilà. Moi, je n'interdirais pas quelqu'un qui en souffre de pouvoir chercher de l'aide. Bien sûr, okay. Non, même si je suis religieuse, donc si je vois que les cas, pour moi, je ne peux pas assumer cette responsabilité. Quand il y a mort d'homme, quand il y a, comme ma sœur qui était cassée, puis aujourd'hui elle est là, donc je ne peux pas prendre cette responsabilité-là en disant que non, au nom de la religion, il ne faut pas aller chercher de l'aide. Non. On prône vraiment, il faut chercher de l'aide. Si vous voyez que moi ou quelqu'un d'autre, que vous voyez qu'il n'est pas capable de vous aider ou que l'homme n'est pas capable de l'écouter, il faut chercher de l'aide. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher à divorcer. Non, loin de là, c'est pas ça que je dis. Écoutez-moi très bien. Je dis qu'il faut chercher de l'aide. Chercher de l'aide, ça veut dire qu'aller parler. Parce que des fois, nous, on oublie que le violeur, c'est quelqu'un
qui a un problème psychologique, donc qui a besoin de l'aide. Si on ne peut pas parler avec lui, la femme peut-être elle est violentée, mais celui qui viole, il a un problème, parce que quelqu'un qui peut tabasser une femme qu'il dit que c'est ma femme, qu'il peut dire que je l'aime, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour ça, je pense qu'il faut chercher de l'aide. Il y a des psychologues, il y a des associations qui peuvent aider par rapport à cela. Moi, je suis tout à fait Je pense qu'il y a Madame Souferi. Moi, ce que je voulais dire encore par rapport à ce que vous avez expliqué avant qu'on a eu le téléphone, je voulais dire quelque chose par rapport à l'expérience ou ce que vous avez vécu avec votre sœur. Et je voulais dire, si j'ose déposer ça ici, il y a des recherches qui ont été faites par rapport à ces violences dans la maison qui sont tous les jours, on ne sait pas quand elles viennent et tout. Et il y a un terme d'un chercheur américain en 1995 qui parlait de ça pour expliquer cette atmosphère à la maison, parce que c'est tout ce que vous avez expliqué. Et puis il parle dans le fond d'un certain type de terrorisme intime, parce qu'on ne sait jamais quand ça viendra, et ça vient n'importe quand et n'importe quoi, et il n'y a pas de raison. Et les victimes, elles cherchent toujours à se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Comment je pourrais faire pour que ça n'arrive pas ce soir? Et elles mettent des stratégies en place. Et les enfants aussi mettent des stratégies en place pour que le souper va bien se passer, qu'il n'y a pas tout d'un coup une assiette qui vole, ou bien que tout d'un coup, dans 1 heure de temps, je vais être tabassée dans la chambre et les enfants, dans l'autre chambre, ils entendent crier. Et puis, on n'en parle pas. Je veux dire, le soir, s'il y a eu un éclat de violence, le soir au souper, il n'y a personne qui dit quelque chose. Les enfants, ils vont se taire, on va essayer de calmer. On est tellement sous le choc aussi que ça s'est de nouveau passé. Et on a un grand espoir que ça va changer, que demain, ce ne sera plus la même chose, qu'elle ne va pas se répéter. Et je pense que c'est important de comprendre que dans des dynamiques comme ça, on doit faire la différence entre des fois aussi des types de violences domestiques où il y a des violences situatives, où il y a peut-être un travail qui peut être fait aussi d'accompagnement, où on peut essayer de comprendre pourquoi il y a des moments de violence, est-ce qu'il y a des pressions financières, mais il y a dans d'autres types de violences, dans ce type de terrorisme intime, comme il le présentait ce chercheur américain, il faut pouvoir briser le silence, comme vous l'avez dit, mais il y a un moment, il faut avoir la chance de pouvoir partir. Le courage. Et nous, par exemple, il y a des situations, par exemple, où on aide aussi aux victimes à trouver un moyen où elles peuvent peut-être être loin un moment de la maison, parce que souvent, c'est des personnes qui sont très contrôlées, donc elles ne vont pas pouvoir quitter la maison quand elles veulent et tout. Et donc, de voir avec elles, on regarde avec elles comment on peut faire pour qu'elles puissent quitter. Et puis ensuite, peut-être, il y a la police qui les cherche. Et puis ensuite, elles arrivent chez nous. Donc, il y a quelque chose qu'on met sur pied pour la sécurité. Mais c'est vrai que le point de départ, c'est comment la femme, elle arrive à sortir de ça. Et que ce soit en discutant avec des personnes en qui elles ont confiance, que ce soit peut-être en trouvant des moyens, peut-être en ayant fait les commissions, ensuite peut-être d'aller directement dans un service d'aide. Donc le problème qu'on a, on est là dans des situations où il y a énormément de risques aussi. Il y a énormément de risques, on est dans de la survie. Et puis je pense que ça, il ne faut pas qu'on banalise. Et puis qu'il y ait de la peur de ces femmes, ben, c'est normal, elles sont énormément menacées, quotidiennement menacées. Et puis ça, je pense que c'est important aussi de savoir que les associations, elles ont conscience de ça et on fait le maximum. Si on a un téléphone, on ne va là jamais laisser tomber une femme qui a téléphoné. On va faire le maximum pour trouver de l'aide. Je peux ajouter une petite chose. Nous sommes des féministes, nous travaillons avec des femmes, nous sommes spécialisés sur les femmes, mais on doit aussi se rendre compte que les hommes qui battent ou qui sont les agresseurs, il y a aussi des aides pour eux. Tout à fait. Quand un homme, if a man realizes that he is violent and he can't stop it, or there are also men's houses, there is consultations for men, and we just shouldn't forget that side too. Ah oui, ça c'est aussi très important de dire parce qu'il y a des hommes aussi qui se font violenter. Est-ce que ces hommes qui se font violenter, ils vont dans les mêmes centres que les femmes ou bien c'est différent? En Suisse, on a une maison spécifique. Alors après, il y a chaque canton qui a organisé ses structures.
Et puis une maison, comme on a pour les maisons d'accueil Solidarité Femmes pour les femmes, on a une proche d'Arau spécialisée pour les hommes. En Suisse romande, proche de Genève, on a d'autres structures qui ont hommes et femmes, par exemple, mélangés. Ça, on connaît moins du côté de la Suisse allemande et puis aussi à Bienne, où on a séparé. Donc, chaque canton a mis sur pied des structures. Mais les hommes victimes ont exactement les mêmes droits que les droits que je disais pour les femmes victimes, au niveau des prestations, des offres. Ils ont d'autres services, mais ils ont exactement les mêmes droits. Ça, c'est important de dire. D'accord. And there are also services for men who are Ouais. the violators. Qui Not sont les the victims. agresseurs, Oui. dans le Yeah. fond. Ouais. Ah, I d'accord. think that's Ouais. also Oui, important tout to à fait. know. Ouais. Ah, d'accord, c'est important. Donc, il y a un service aussi pour des agresseurs, Oui. des femmes, parce que ça peut être dû à une maladie. C'est un peu dans ce sens. Well, ou bien? No, but I don't know exactly how violence works, but a lot of the men also regret it afterwards, and then they tell the women, "Oh, I'll never do it again. I'm really sorry." And apparently, that's so real that the woman believes it, but he cannot stop it because he hasn't learned how to deal with his aggressions. Because that's also something you have to learn, that boys have to learn and girls have to learn. And in our patriarchal societies, unfortunately, there is this tendency that men have certain ways of dealing with frustration, and women learn to deal with it in other ways. And that's why there are structures to look at violence, not just from the side of the victim or often the female side, but as you said, there are also men who are violated by other men or by other women. That's also important because there is even more stigma for them to come out, because I'm a man and I'm not able to, you know, she can beat me up, and who is going to believe me, you know, all this kind of thing. But I think really also thinking of the person who called earlier, that we should also have in mind that these men are not just monsters. You know, of course, it's horrible what happens, and I'm not going to take sides with any person who perpetrates this violence. But we just have to keep in mind they are also human beings. And some of them, listening to a program like this, might realize, well, actually, what I'm doing, maybe it's not, I'm not beating up my woman till her neck is broken, but I maybe have raped her, or I have a tendency to react in certain ways. Psychological violence is also a big problem. And that often happens when people are themselves, they don't know what they're doing, or they don't know any better. So. Oui, allô? On a un téléphone. Allô? Hello? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. My name is Jonathan Abingo, Yes. and first of all, I'd like to congratulate all of you for this wonderful program. Thank you very much. And I would like to ask a question if authorized. Yes. My question goes to all of you, whoever can answer this. It is about women discrimination. And the question is, what impact does domestic abuse have on women or young ladies? Understand the question? What Okay. effect does What effect? abuse? C'est l'abus, la discrimination par rapport aux jeunes femmes. Les effets sur les jeunes femmes. Les effets sur les jeunes femmes, mais victimes. Ok. Ok, thank you. Or We should give, you we repeat try. it? You can please. And one more question. Yes. Il y a deux questions. How does violence and abuse affect women from minority ethnic communities? Okay. Thank you. What is your name Thank you. again? Sorry, I'm not understand very good. Jonathan, Jonathan. Thank you, Jonathan, for your phone. thank you. Tu veux répondre à la première question? Moi, j'aimerais dire qu'il y a des répercussions. Pour une jeune femme qui voit la violence tous les jours, qui la côtoie, elle devient... elle se rétracte. Elle regarde l'homme d'une certaine façon parce qu'elle a peur.
Elle a bien dit ici tout à l'heure que les femmes qui sont violentées, en général, elles se rétractent. Elles cachent leur violence. Alors, ceux qui vivent jour après jour cette violence-là, c'est elles qui réagissent plus que la personne qui est violentée. Alors, pour moi, c'était un effet très négatif parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais dit que je n'aimerais pas me marier si le mariage est comme ça. Parce que ma sœur, vraiment, une femme obéissante qui suivait la parole à la lettre, qui vraiment soumise. Mais du coup, le mari cherchait toujours quelque chose. Il attendait qu'après qu'on a tous mangé, que la femme aille dormir et puis elle l'attachait avec une ceinture ou quoi que ce soit et puis la tapait. Donc, il le laissait sans défense. Au point que moi, je dis une fois aussi aller taper mon beau-frère. Parce que pour moi, c'était trop. Je voyais comment est-ce que ma sœur vivait, comment est-ce qu'elle faisait. L'assiette était là, les habits repassés, toutes choses bien comme il faut, une vraie femme. Mais à la fin, elle avait ces résultats-là. Elle est beaucoup plus claire que moi. Elle devait se cacher pour aller travailler. Elle travaillait où? À la poste. Alors, elle devait se mettre en écharpe et des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui pose des questions parce qu'elle ne voulait pas dénoncer. Du coup, c'est moi qui ai plus subi les traumatismes. Jusqu'à ce qu'elle a pris la décision de pouvoir quitter. Mais comment est-ce qu'elle a quitté? Donc, la dernière fois que le mari l'a tapée, elle était enceinte. Et puis, il a donné un coup. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et puis, le fœtus est entré dans le trompe. Donc, elle est partie en coma. Et c'est à ce moment de sa sortie du coma qu'elle a pris la décision de ne plus retourner. Mais c'était beaucoup plus tard. Donc la violence était là et nous qui étions là à côté, on était déjà traumatisés. Donc c'est par rapport aux jeunes filles ou bien aux jeunes garçons, parce qu'après on voit cette répercussion, les enfants peuvent reproduire cette même violence par rapport à leurs femmes, vis-à-vis de leurs femmes. J'ai eu aussi un cas comme ça, pas forcément pour ma sœur, mais j'ai eu un cas comme ça que le fils voyait que le papa battait sa maman, et puis lui, il a reproduit la même chose. Parce que pour lui, c'était l'ordonnance qu'il avait du mariage ou bien de vivre avec une femme. Quand elle n'écoute pas, quand elle répond, il faut la taper. Mais non. D'accord. Oui. Mais j'aimerais encore dire quelque chose par rapport sur les faits, quand les violences, hein, que ce soit sur les victimes directement ou que ce soit quand les enfants ils observent ou remarquent. Donc on sait que par rapport aux enfants ou aux jeunes femmes qui vivent ça à la maison, il y a des grands troubles de concentration. Elles arrivent souvent plus peut-être à finir leur apprentissage. Il y a des risques aussi au niveau psychologique, peut-être de faire des dépressions, de faire des tentatives de suicide. Et puis on remarque beaucoup dans le fond de troubles. Et la question c'est, dans le contexte dans lequel on travaille, c'est est-ce que les professionnels qui sont là, que ce soit les maîtres, les maîtresses d'école, peut-être les maîtres d'apprentissage, quand ils voient qu'un jeune, par exemple, ne va pas bien, c'est d'oser poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des troubles qui sont dans le fond visibles. Ils sont assez généraux, c'est les troubles traumatiques qu'on connaît en psychologie, hein. Mais dans le fond, c'est montré. Donc il y a des symptômes, et puis la question c'est, est-ce que dans notre société, ça veut dire en Suisse ici, est-ce que les professionnels sont assez sensibilisés pour oser et demander comment ça va? Cette simple question, comment ça va à la maison? Et je pense que là, il y a un énorme travail qu'on doit encore faire en Suisse. Et peut-être qu'on reviendra sur la question de la prévention. Mais pour qu'on soit ensemble et cohérents dans l'action qu'on veut faire dans le domaine des violences domestiques, ça veut dire qu'il faut faire un énorme travail de prévention et que les professionnels soient sensibilisés là-dessus. La deuxième question de Jonathan. One thing I want to add to the first question is also traumatization. I think the question was more targeted towards domestic violence, but traumatization is also something you can see in the context of trafficking, young women who have been trafficked, and where you wouldn't be able, you would think they're not showing emotions. For instance, in the asylum process, there are also women who were violated, who are victims of trafficking, and then when they're interviewed, they can tell their story as if it's the news, what's happened to them, like totally blank. And that might give the impression, oh, this person is just telling stories and so on.
not knowing that this is actually a way one of the reactions or one of the signs for traumatization, that you cannot process all the information, the violence, which is a type of information. You cannot process it anymore. You go blank. You have, for instance, memory loss. You don't really remember how things happened, or you thought it took like 10 hours, but it was 10 minutes, or you thought it was just a short time, but actually it was over years. And when you have to give, for instance, in an asylum interview, you have to give detailed information. You shouldn't lie. You should tell the truth. And a person may not be able to tell a coherent story. So that can be one effect of traumatization. And then the second question, I think it was concerning ethnic minorities. What is the effect on ethnic minorities? Now, ethnic minorities is a big term, but generally I would say that minorities have a harder position in society already. They're already having a structural disadvantage. They don't have the role models. In Europe, one such minority are Roma people. And then there is often in the newspaper, the media is already portraying them as perpetrators of violence. And so we don't even, how shall I say, it makes it even harder to actually not be caught in a vicious circle, for instance, and to come up with other solutions. I mean, it's the same thing when young black men are always targeted by the police to show their papers. Now, maybe one guy is really not doing anything, but once you have been asked for the 20th time, you start thinking, well, what if I would? You know, do whatever. I mean, this is just very basic psychology, but I just say it does something to the people who are marginalized and who are always seen either as victims, and that can also be a problem, that people are always seen as victims and their agency is not considered, that actually they are also having their plans, they're acting within the situation, they are not just in prostitution because they don't have any other choice at all, but maybe, you know, that kind of thing can also be problematic for women, that our agency is not seen. But the other thing too, that people are always already seen as perpetrators, that can have a very bad effect on young women and young men. So when we see that there seems to be more violence in those ethnic communities, we always have to ask ourselves, but why? Is it for social reasons, or is it really for cultural reasons? And nowadays the climate is always cultural. You know, everybody says, oh, it's cultural. But I think that's a very, very easy pattern of explaining things, because as you said, what is culture in the first place? And doesn't it just, it's also very situational. It occurs in a certain context. Nigerian culture in Switzerland is not the same as Nigerian culture in Nigeria, for instance. And then again, Nigerian culture, yeah, what is that? So I just think we have to be very specific. Okay. Alors, j'espère que Jonathan, il est content des réponses qu'on a données. Alors, on va suivre une vidéo, parce que c'est aussi important d'avoir l'opinion de l'homme de la rue. Comme ça, à partir de l'opinion de l'homme de la rue, nous allons continuer notre débat. Et puis, je suis contente parce que c'est les hommes qui téléphonent. Ça veut dire que ça ne touche pas que les femmes. Et il faut aussi rappeler que la violence aussi est faite des hommes. Il y a aussi des hommes qui se font violenter, comme on était en train de parler avant l'appel. Donc, vous, hommes, qui vous faites violenter, n'hésitez pas, n'ayez pas honte. Ce n'est pas un sujet tabou de nos jours. Vous n'avez qu'à téléphoner même anonymement et puis poser des questions. Là, on va suivre une vidéo pour avoir l'opinion de l'homme de la rue, pour savoir ce qu'ils en pensent. Et à partir de là, on pourra continuer notre débat. Et bienvenue à mon émission The Women's World Talk Show. Le thème d'aujourd'hui sera la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes revêt plusieurs facettes. Nous avions la violence physique, la violence morale, la violence psychologique et même la violence sexuelle. Alors, en vue de la fête internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars, je suis venue dans la ville de Fribourg pour avoir l'opinion de l'homme de la rue, pour savoir exactement ce qu'il pense sur ce thème, sur la violence faite aux femmes. Alors, pour en savoir plus, suivez-moi. Moi, je pensais que c'est un thème très large. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser ce thème. Ce n'est pas facile pour dire une ou bien deux. Il y a beaucoup de choses. Éducation,
des régions de ce peuple, de cette culture. Mais ce phénomène, il y a chaque peuple, chaque race et chaque culture. Mais à quelques peuples, il y a plus et quelques peuples moins. Ça fait, moi je dis, on ne doit pas, c'est pas facile seulement répondre avec un mot, du mot. Il y a beaucoup d'éléments. Pour moi, je pense que c'est la communication, peut-être aussi informer un petit peu plus dans les écoles, déjà préparer, déjà dès l'enfance, s'ils voient des choses à la maison, pouvoir parler plus dans le dialogue et la communication. Je pense que c'est important de pouvoir avertir les gens, voilà, pour aider. Oui, ouais, c'est ce que je pense. Mais... Alors, personnellement, je pense qu'il devrait y avoir plus de choses mises en place pour pouvoir remarquer justement et mettre à l'aise les femmes qui sont justement violentées et qu'on puisse être plus au courant de ce qui se passe. Mais de quelle manière, je ne sais pas. Mettre peut-être plus d'associations en place, gratuitement, où les femmes peuvent venir s'exprimer, ou les hommes aussi, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font battre. Et il faudrait que ça soit un peu moins tabou et qu'on mette les gens plus à l'aise pour en parler. Et voilà, je ne sais pas trop. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était un manque d'éducation. Dès le moment où on commence à attaquer une femme, c'est parce qu'on n'a pas de savoir-vivre. C'est vraiment... Après, il y a des cas où souvent les gens ils disent « oui, mais il y a ça, mais il y a ça ». Enfin, ils donnent des raisons, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de raison valable pour pouvoir lever la main sur une femme. Enfin, c'est vraiment lâche et non, on peut pas cautionner ce genre d'acte, en fait. Mais après, des dispositions pour arrêter ça, c'est compliqué, parce que c'est quelque chose qui est très présent depuis des années, encore aujourd'hui. Même si c'est sûr qu'il y en a moins, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Et le problème, je pense aussi, c'est qu'on n'en parle pas assez. Les femmes violentées ne le disent souvent pas, en fait. Elles le gardent pour elles, puis ça reste dans l'anonymat, en fait, parce qu'elles n'osent pas. Une femme qui est violentée aussi a peur de sortir de cette zone, parce qu'elle connaît le danger aussi, et c'est ça, en fait. Du coup, mettre des dispositions par rapport à ça, peut-être. Je ne sais pas exactement comment, mais faciliter le moyen de sortir de cette zone un peu, de faire le premier pas, en fait. Parce que dès le moment où la femme fait le premier pas, là c'est bon. Mais il faut lancer ce premier pas, et c'est ça qui est compliqué, je pense. Après, voilà. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Oui, aujourd'hui, je pense que les jeunes, et puis les gens en général, ils sont plus stressés. Alors, comme ça, les femmes continuent à être battues partout dans le monde entier. Et puis les voisins, parce qu'ils sont très occupés, ils ne savent pas quoi faire. Ils pensent que les gens à côté d'eux, ils ont leur vie parfaite, quoi, parfait. Et puis tout ça, c'est très difficile, là, parce que d'autre côté, les gens ne veulent pas s'occuper de « Ah, c'est pas mes affaires, alors c'est vous qui... » C'est des autres gens, quoi, qui s'occupent de ce problème, pas eux. Ils ne réalisent pas que chacun doit être... comment ça se dit en français? Tout le monde doit être concernant, alors... Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Moi, je suis à Internet et puis je signe beaucoup de déclarations contre la guerre, par exemple la violence, tout ça. Et puis, oui, ils ont réussi de changer plusieurs choses à l'étranger, même en Angleterre, ou bien, je crois aussi en Suisse. Hein. Parce que si tout le monde dit « Oh, moi, je ne peux rien faire », un seul voix, personne ne fait rien. Hein. C'est exactement ça le problème. D'accord? Okay. Merci. OK. Et puis, bonne soirée. Alors, nous avons eu l'opinion de l'homme de la rue. Vu qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va essayer de conclure avec ça. Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire, après avoir vu cette vidéo, quelles sont vos impressions, les derniers mots pour conclure? Qu'est-ce que vous pourrez dire à ceux qui nous regardent en ce moment? Moi, j'ai trouvé que la plupart des personnes, c'était très très bien ce qu'elles ont dit. J'étais étonnée qu'il y avait tellement peu d'informations, alors qu'à Fribourg, il y a aussi des associations, il y a aussi Solidarité Femmes qui est connue et qui fait cette aide sur place. Donc il y a en Suisse tout plein de structures qui font une aide spécifique pour les femmes et hommes victimes. Et puis ce que j'aimerais dire, c'est que dans l'idée aussi je me suis dit, dans l'idée de la prévention, on a encore beaucoup de choses à faire, mais comme elle disait, la dernière personne qui a fait l'interview, elle disait, on est tous concernés.
Et c'est juste, et j'aimerais aussi maintenant, ce soir, donner du courage à toutes les personnes qui savent ou qui connaissent quelqu'un qui est peut-être dans une situation de violence, de prendre aussi contact avec des professionnels. Parce que des fois, on ne sait pas comment aider. C'est pas facile. On a dans le fond nous-mêmes peur. On est peut-être voisins. On entend le soir à 2 h du matin des cris. Et puis on se dit, mais j'ose téléphoner à la police ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et puis on a nous-mêmes peur de faire trop, bien de rencontrer peut-être le matin l'auteur des violences. On est nous-mêmes aussi dans une situation difficile. Et dans ce sens, j'aimerais encourager tout le monde. Si on est concerné, si on entend, si on est voisin, si on a une amie, c'est aussi d'aller chercher de l'aide, demander et de dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation? Alors, nos voisins, vous pouvez être concernés aussi. Au cas où vous entendez des cris ou bien une personne violentée, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Un dernier mot de la fin, Madame Kiakanoa? Oui, et essayer de consulter la personne si c'est possible, si c'est dans sa volonté aussi, parce que ça c'est aussi important. Mais I completely agree with you about civil courage, courage civil, which I would also wish that that's stronger. But one thing I think we have to always remember, so we talked about ethnic communities at the end, or ethnic minorities. There are all sorts of minorities. There are also sexual minorities. You could also consider sex workers, a minority that is stigmatized. And I think I would wish for Women's Day that feminist men and women would ally and look at all those ways in which people are excluded from the majority of society, who are excluded to benefit from their rights because they don't have the right papers, because of this or that, that we actually get together and not just look at the individual cases, which is important and which we are trying our best as organization helping victims, but we also have to keep in mind the bigger pictures and the bigger structures of patriarchy, for instance, that lead to a situation where men are doing certain things and women are doing certain other things, and then we also have trans persons. We have all sorts of people who could just get together and say, okay, I'm not just thinking about myself, but I also want to think of another society, which could be possible. Ok, on va donner aussi la parole à Mme Kiakanoa. Moi, je dirais que la violence est une lâcheté. Donc, soyons pas des lâches ou soyez pas des lâches. Que tu sois musulmane, que tu sois protestante, que tu sois catholique, que tu sois juif, il y a le moyen de l'aide, chercher de l'aide. Parce que cela est très important. Ça nous aidera, ça aidera la société et ça aidera le futur de nos enfants. Alors je dirais pour un dernier mot, fais du bien à ce que toi tu dis que tu aimes. Parce que si on aime, on ne fait pas du mal. D'accord. Aimons-nous et abolissons la guerre dans le ménage. Ça, c'est un très bon mot de la fin. Alors, le thème de la violence, il est très large. On ne pourrait pas le débattre en 1 heure. Mais je pense que vous, femmes violentées, et vous, hommes violentés, vous nous avez suivis. Si vous n'avez pas eu le courage de nous appeler, ce n'est pas grave. Vous avez notre lien, on pourra vous mettre en contact avec les associations qui sont faites pour. N'ayez pas peur, que tu sois illégal, n'aie pas peur. Nous sommes tous concernés. Alors je vous remercie, j'espère que ce débat vous a beaucoup aidé et que ça a touché plus particulièrement les gens qui ont jusqu'à présent n'ont pas eu le courage, en espérant que demain, on aura pas mal de téléphones, pas mal de retombées positives. Je vous remercie, je remercie Madame Tuferi. Merci bien. Merci, et merci Madame Dankwa. Merci Madame Kiakanoa. Merci beaucoup. Et puis c'était Yvette Ballet de Diaspora TV Suisse. Merci. Et merci à tous ceux qui ont appelé. Et puis, bonne journée de la femme, bonne fête. C'est la fête de la femme, il ne faut pas qu'on oublie. Bonne fête à toutes les femmes. Pas aux hommes, mais à toutes les femmes, parce que c'est la fête de la femme.